Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire Carrefour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Qui a dit que la vie est une ivresse continuelle? Le plaisir passe, le mal de tête reste. En effet, la tête est le centre de communication et de contrôle de notre corps, car c'est par elle que passent toutes les émotions et les alertes lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau de notre organisme. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une crise fonctionnelle qui affecte particulièrement la tête, le mal de tête ou céphalée. Nous savons tous ce qu'un mal de tête veut dire, pour en avoir tous souffert un jour. De nombreuses personnes souffrant de maux de tête n'ont aucune idée de ce qui se passe et ne connaissent pas la cause de leur douleur incessante. Elles préfèrent laisser passer, ils se disent qu'il n'y a rien de grave et sont loin de la vérité. Si vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas de consulter votre médecin afin de lui décrire précisément les circonstances d'apparition de vos crises et qu'il vous propose éventuellement un traitement adapté. Existe-t-il plusieurs types de maux de tête? Quels sont les critères qui permettent aux médecins d'interpréter ou de définir ces différents maux? Nous verrons tout cela au cours de cette émission. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau le docteur Maker Osunguié, neurologue, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le docteur Edgar Matali, également neurologue, au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à l'émission Carrefour que vous connaissez très bien. Vous êtes des habitués. Alors la première question qui me vient à l'esprit, parlez-nous un peu des maux de tête. Merci monsieur Bebeni et merci de nous avoir invités encore une fois sur ce plateau pour parler des maux de tête. Et c'est vrai que c'est aussi évident de parler des maux de tête parce que j'ai mal à la tête en ce moment. Il est vrai que si je posais une question à tout un chacun qui n'a jamais eu de maux de tête dans sa vie, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui dise qu'il n'a jamais eu mal à la tête. Et donc pour dire que les maux de tête sont considérés comme le motif de consultation le plus fréquent en médecine. C'est donc des douleurs, aussi simplement possible, de la tête. Docteur Matali, donc vous êtes d'accord? C'est ça, c'est les douleurs de la tête. Je voudrais savoir quelle est la différence entre le mal de tête, la migraine et les céphalées. Céphalée égale mal de tête. Donc en médecine courante, on évite, enfin c'est pas très élégant en médecine de dire maux de tête en tant que médecin. On dit céphalée, mais céphalée égale mal de tête. Maintenant les migraines, c'est une entité de céphalée. Une entité dans les céphalées, il y a une entité qu'on appelle migraine. Bon, on peut essayer de d'étayer un tout petit peu. Une migraine est une céphalée vasculaire grave qui est habituellement plus prononcée sur les côtés de la tête, mais qui peut aussi se produire d'un seul côté de la tête. Les vaisseaux sanguins de la tête alimentent en sang le cuir chevelu et le cerveau. Les migraines surviennent lorsque ces vaisseaux sanguins se dilatent et se contractent, entraînant un élargissement des vaisseaux suivi d'un rétrécissement rapide.
Les fibres de la douleur dans les parois des vaisseaux sanguins sont irritées et les nerfs entourant les vaisseaux sanguins libèrent des produits chimiques et envoient des signaux de douleur au cerveau. La cause des migraines demeure inconnue, mais les scientifiques établissent une théorie impliquant des changements de débit sanguin et certains changements biochimiques. Oui. C'est vrai que juste pour compléter un tout petit peu mon collègue, dans le terme céphalée, en dehors des maux de tête, on inclut un tout petit peu les douleurs de la face aussi. Quand on parle de la classification générale des céphalées par les sociétés savantes, dans les céphalées, on inclut les maux de tête non classiques qui concernent la tête et les douleurs qui concernent la face aussi. Certaines douleurs qui concernent la face. Donc pour... La face, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Non, ça veut dire que... Pour aller dans le même sens, oui. En fait, on est obligé, il y a une classification internationale des céphalées. Donc dans cette classification internationale de céphalées, il y a deux types. Il y a des céphalées primaires et des céphalées secondaires. Voilà, c'est déjà plus clair, oui. Ben voilà. Dans les céphalées primaires, dans ces céphalées, on a des migraines, on a les céphalées de tension, et c'est comme dit le docteur Rousseau, non, ce qu'on appelle les argies vasculaires de la face. C'est des espèces de céphalées, mais qui touchent la face. La face. De toute la face ou une partie de la face? Bon, généralement, c'est une partie de la face. C'est une partie de la face, hein? Oui. C'est une entité dans les céphalées primaires. Donc, dans les céphalées primaires, en gros, on a la migraine, on a les céphalées de tension, on a les algies vasculaires de la face. Et dans les céphalées secondaires, bon, c'est toutes les céphalées qui sont dues à une pathologie donnée. Donc, pathologie orale, des sinusites par exemple, ça peut donner des céphalées. Des pathologies, des otites, ça peut donner des céphalées. Un accès palleux, ça peut donner des céphalées secondaires à une pathologie donnée. C'est ce qu'on appelle des céphalées secondaires. Mais la migraine, elle est considérée comme une céphalée primaire. Et les céphalées de tension? Mais les céphalées de tension, ça fait partie des céphalées primaires. Je vous ai dit, il y a trois principales. Hein. Oui. Il y a la migraine, il y a les céphalées de tension et les algies vasculaires de la face. Sophie l'attend avec beaucoup d'impatience, elle, son traitement. Guérir, elle le souhaite plus que quiconque, tant elle souffre lorsqu'une crise surgit. C'est qualifié par les médecins d'une douleur totalement insupportable. Moi, je crois qu'il n'y a rien de pire qui puisse exister. C'est vraiment, c'est une douleur. Moi, j'ai déjà, en période de crise, perdu connaissance pendant des crises, tellement la douleur est violente et l'intensité, et surtout de la douleur, arrive très vite. Sophie souffre d'algie vasculaire de la face, comme une personne sur 1500. Des migraines sévères tétanisent la moitié de son visage plusieurs fois par jour. Ces images montrent des patients en pleine crise. Mettez-vous le pire torticolis que vous ayez jamais eu, la pire rage de dents que vous avez jamais eue, la pire otite, une bonne grosse sinusite et à côté de ça un abcès à l'œil, et je crois qu'on devrait à peu près arriver à quelque chose qui pourrait vous faire comprendre. Des gens qui sont donc spécialistes de la douleur vont vous dire que c'est équivalent à une amputation d'un membre sans anesthésie. Après la crise, qui peut durer jusque 3 heures, le malade doit faire face à une énorme fatigue. Vous faites 4 crises, vous pouvez vous dire que vous accouchez. C'est comme si vous aviez la fatigue de 4 accouchements par jour et vous accouchez comme ça pendant 6 mois d'affilée, 4 fois par jour. Il est possible de réduire l'intensité de ces douleurs lorsque la crise est prise à temps. Pour y parvenir, Sophie prend de l'oxygène, des médicaments et se fait des injections. Mais les effets secondaires sont difficiles aussi à supporter. Une fois que vous faites l'injection, vous avez l'impression d'étouffer, de vous noyer. Après une injection, des crampes musculaires terribles, des nausées et en règle générale un mal-être. Quelles sont les causes des céphalées?
Non, ça dit Les que différentes causes des céphalées. non, c'est comme je dis, il y a des céphalées primaires. Les céphalées primaires, au fait, il n'y a pas un substratum exact qui provoque ces céphalées. Les céphalées qui arrivent comme ça, c'est pas trop grave, c'est pas grave. C'est dans les céphalées primaires, donc les migraines, s'il n'y a pas de substratum, c'est pas dû à quelque chose, à une pathologie donnée. Les migraines, les céphalées de tension, les algies vasculaires, on va développer. Mais les causes des autres, c'est les céphalées secondaires. C'est dû à quelque chose. Dû, je vous ai dit, une pathologie oreille, par exemple. Il y en a qui souffrent des yeux. Oui. Des mal des yeux, qu'on appelle, enfin, les gens qui ont des mal des yeux, ils ont des céphalées. Oui. C'est dû au mal des yeux. Celui qui a une sinusite, il peut avoir mal à la tête, c'est dû à la sinusite. Quelqu'un qui a un accès palus, une pathologie infectieuse, peut avoir des céphalées dues à une pathologie infectieuse. Mais les céphalées primaires, migraines, céphalées de tension, algie vasculaire de la face, il n'y a pas vraiment de substratum exact pour dire que c'est dû à ceci, non. Pour essayer de compléter le docteur Matali, pour être un peu plus explicite dans à quoi sont dues ou quelles sont les causes des maux de tête, il faut comprendre que pour avoir une douleur, il y a des nerfs qui s'occupent de la sensibilité. Et dans la sensibilité, on a beaucoup de types de sensations. On a la sensation du chaud, du froid, du toucher, de la douleur. À un même endroit, si on vous touche, vous avez senti qu'on vous touche. Si on vous pince, vous aurez mal. On vous met quelque chose de très chaud, vous aurez soit chaud ou la douleur si la température dépasse, alors qu'on est au même endroit. C'est parce qu'il y a des récepteurs qui transforment une information mécanique, donc qui peut être une stimulation parce qu'on a pincé, ou qui peut être la présence de quelques substances en rapport avec l'inflammation qu'on appelle des substances pro-inflammatoires. À ce niveau-là, ça entraîne la douleur. Et au niveau de la face, la sensibilité douloureuse de la face est essentiellement assurée par la branche d'un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Trijumeau parce qu'il a 3 branches pour s'occuper de la partie supérieure de la face, la partie moyenne et la partie inférieure. Et certaines branches de ce trijumeau vont à l'intérieur du cerveau pour s'occuper de la vascularisation des gros vaisseaux du cerveau. Et il y a certaines branches également des nerfs qui partent du cou, de la partie supérieure du cou, qui font un peu le même trajet et qui se croisent. Et donc, quand on a mal, ça veut dire qu'il y a une substance ou il y a quelque chose qui a titillé ou qui a stimulé ces récepteurs de la douleur qui entraînent la douleur. Et la stimulation de ces récepteurs peut se faire de façon spontanée chez certaines personnes qui génétiquement sont conçues comme ça, parce qu'ils n'ont pas assez dormi, parce qu'ils ont pris du café, parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ont trop travaillé. Il y a eu un déclenchement de cette substance et ça entraîne la douleur. Et donc ce type de douleur, c'est ce que le docteur Matali disait tout à l'heure, c'est des céphalées primaires. Ça veut dire que cette céphalée constitue en elle-même une maladie. Oui. Ce n'est pas dû à quelque chose d'autre. Et donc dans ces céphalées primaires, en réalité, il y en a beaucoup dans la classification. Mais pour la population, il y a des termes beaucoup plus compliqués où on peut pas aller dans les détails. C'est pour cela qu'on se limite, comme le docteur Matali disait tout à l'heure, à la migraine, à la céphalée de tension, qui sont les plus fréquentes, et puis secondairement à l'algie vasculaire de la face ou les névralgies du trijumeau. Les névralgies du trijumeau qui sont donc des douleurs liées directement à l'atteinte de ce nerf trijumeau qui sont caractéristiques parce que c'est comme des décharges électriques en éclair. Et à côté donc de ces céphalées primaires, nous avons des céphalées secondaires
comme il a dit. Et dans cette céphalée secondaire, il convient de distinguer des céphalées qui sont dues à des maladies du cerveau, à des céphalées qui sont dues à des maladies des autres organes avoisinantes au niveau de la tête. Donc des douleurs dentaires, des douleurs des sinus, comme il disait, des douleurs oculaires. Et tout ça, ça rentre dans les céphalées secondaires. Et dans ces céphalées secondaires, comme quelqu'un qui fait une grippe, quelqu'un qui fait un accès palustre, il peut avoir des maux de tête. Tout ça, ça rentre dans le cas des céphalées secondaires. Y a-t-il des signes avant-coureurs? En fait, ça dépend de chaque entité. Prenez une entité. Non. Un exemple comme ça. Je dis, bon, un exemple, oui. Lorsqu'il faut parler de la migraine, oui, la migraine par exemple, oui. Il y a deux types de migraines. Il y a des migraines avec aura et les migraines sans aura. Donc l'aura, c'est quoi? L'aura, c'est des signes qui arrivent avant que la douleur ne vienne. Et ça se manifeste comment? L'aura la plus connue, c'est l'aura visuelle. C'est-à-dire que vous avez... Non, oui. c'est-à-dire que là où il y a la migraine, en fait, la migraine, c'est des céphalées. Le problème, il faut qu'on décrive d'abord la migraine. Bon, qu'est-ce que la migraine? Voilà. Voilà. Bon, donc la migraine pourrait être voilà. plus... Expliquez-nous expliquez-nous ce que c'est que la migraine. Voilà, parce que tu nous laisses... Voilà, bon, voilà. je reprends Donc, ma question migraine, comme ça, bon, oui, calmement. Oui, après, on peut voilà. quand même parler de l'aura avant d'arriver à la migraine. Mais naturellement. Comme il a dit, c'est les signes avant-coureurs, ça pose pas... Moi, je voulais qu'on parle des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs dans l'aura migraineuse, en fait, c'est quelqu'un, avant d'avoir mal à la tête, il a ce qu'on appelle en médecine un scotum scintillant. Donc, il y a une tache noire qui apparaît au niveau, là où il y aura la migraine, une tache noire qui peut apparaître, ou, bon, ils sont comme les 1000 étoiles, comme on dit les 1000 étoiles, oui. Deux fois comme un croissant lumineux. C'est-à-dire que le patient a la sensation de voir il voit les étoiles. Il voit les étoiles, étoiles. Là où il y aura la douleur, oui. ça peut durer 31 heures du temps. Et après, il y a la douleur qui apparaît. La douleur de la migraine qui apparaît. Il y a plusieurs types d'aura. Il y a aussi des auras sensitives. Mais la plus connue, l'aura visuelle. C'est l'aura visuelle. C'est l'aura visuelle qui est la plus connue. Ouais, donc cette aura visuelle, comme il dit, a plusieurs caractéristiques. L'une des caractéristiques, c'est la durée, comme il dit, entre 20 minutes et 1 heure. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est un peu, comme on dit, des signes positifs. Il ne va pas avoir un flou visuel, mais c'est comme des signes un peu en éclair, ou parfois un flou visuel, comme si on voyait derrière un brouillard, ou parfois comme s'il y avait des lignes brisées devant soi. On peut avoir ce qu'on appelle une vision kaléidoscopique, comme si c'est des couleurs qui se mélangeaient. Oui. Des couleurs qui se mélangeaient. Et c'est quand ça disparaît que les céphalées commencent. Et comme il dit, à côté de ces auras visuelles, on peut avoir des auras sensitives. C'est des sensations de fourmillement ou de picotement qui, habituellement, peuvent commencer au niveau du bout des doigts. Ça remonte jusqu'à parfois arriver jusqu'au niveau autour de la lèvre. Et l'une des caractéristiques qui va différencier cette aura avec ce que nous retrouvons dans les crises d'épilepsie parfois, c'est qu'on n'aura jamais ces troubles au niveau de la main et au niveau de la face en même temps. Ça commence, ça migre, mais c'est quand ça disparaît à la main que ça apparaît au niveau de la face ou de la bouche avant que de laisser la place aux maux de tête. Bon, ce que le docteur vient de citer, au fait, il a synthétisé. Il y a aussi l'aura phasique. L'aura phasique. Les troubles de langage. Les troubles de langage. Voilà. Les troubles de langage, la personne peut se bloquer. Il faut parler en français facile. Et voilà. Donc en français facile, c'est les troubles de langage. Voilà, les trucs de langage. Oui, mais trucs de langage, pourquoi? C'est quoi? Trouble de langage. Comme aura. Oui. Donc la personne peut devenir muette. Ah, il ne communique plus. Il ne communique plus. Il est bloqué. Il est bloqué, tu vois la personne est bloquée pendant une durée donnée.
30, comme on se dit. Il a une absence. Il n'a pas l'absence. L'absence, c'est autre chose. L'absence, c'est tu es absent. Oui, mais il est bloqué. La personne est consciente. La personne est consciente. Ah, mais il ne peut pas communiquer. Et c'est que ça, c'est M. Bébéni, ça, c'est le docteur Rousseau. Mais la personne ne peut pas parler parce que il commence à rentrer dans sa migraine. Il fait son aura. La personne ne parle pas. Et puis, quelques temps après, la douleur apparaît. Mais ça, c'est des formes un peu... c'est un peu rare. Mais la forme la plus typique, c'est comme a décrit le docteur Rousseau, c'est l'aura visuelle. Ce qu'il faut retenir, ce que le public doit comprendre, c'est l'aura visuelle. C'est-à-dire quand tu as des signes comme ça, les signes, les 1000 étoiles comme on dit dans la cité, oui. Bon, un croissant lumineux, une tache noire, bon, des lignes brisées, et puis quelques temps après, ça paraît la douleur. Oui. C'est une aura. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une migraine, finalement? Bon. Pour être très simple et oui, très explicite, en tirant des critères, parce qu'il y a des critères de la migraine définis par les sociétés savantes. La migraine, c'est des maux de tête qui intéressent une partie de la tête, ce que nous appelons une hémicranée. Un côté. Un côté. Un côté. Oui. Ça peut changer de côté, d'une crise à une autre. Donc souvent ça intéresse un côté, ça peut être au niveau des tempes ou l'autre tempe, ça peut être au niveau du front, comme ça peut être au niveau de l'occipitu. C'est d'un côté, ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que c'est pulsatile. Donc c'est comme si ça bat, c'est comme si on a mis le cœur dans la tête ou comme si on était en train de taper dedans avec un marteau. Ça s'accompagne. Et c'est dû à quoi ça, le côté pulsatile? Le côté pulsatile, ça il faut rentrer dans donc, les mécanismes de la migraine. C'est que dans les mécanismes de la migraine, il y a des substances qui sont libérées et ça intéresse, je vous ai dit tout à l'heure, que les branches de ces nerfs trijumeaux intéressaient la vascularisation douloureuse au niveau des vaisseaux. Donc il y a une composante vasculaire, ça intéresse des vaisseaux. C'est pour cela qu'on a l'impression de cette pulsatilité dans ces maux de tête. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça qui poussait nos grands-parents à faire des scarifications pour... Si, bien sûr. Partout, on a des maux de tête, on a eu des scarifications dans certaines cultures. Évacuer le mauvais sang et puis soulager le... Certainement. Et donc, il y a ce caractère pulsatile, comme je disais, comme si on a mis le cœur dans la tête ou comme si on était en train de taper avec un marteau. L'intensité est variable. Donc, ça peut être une intensité faible où la personne peut vaquer à ses occupations, comme ça peut être une crise très intense qui met la personne hors service, donc où on ne peut rien faire. Ça s'accompagne des difficultés pour supporter la lumière ou le bruit, ce que nous, dans notre jargon, on appelle la photophobie pour la lumière et la phonophobie pour le bruit. Oui. Et ça s'accompagne de temps en temps des nausées ou des vomissements. Dans certains cas, parfois une sensation vertigineuse. Et donc, quand on a des céphalées d'un côté qui battent, qui s'accompagnent des nausées, des difficultés de supporter la lumière et le bruit, à 98%, sans aller loin, sans faire des examens compliqués, on est devant une migraine. Et l'autre caractéristique, c'est que la migraine survient par crise. Ça veut dire que c'est une maladie qui débute, ça dure quelques minutes à 3 jours habituellement, ça peut disparaître spontanément. Chez certains patients, ils ont des crises qui durent au-delà de 3 jours. À ce moment-là, on donne un nom qu'on appelle un état de mal migraineux. Mais la crise classique dure quelques minutes à 3 jours. Ça cède spontanément ou sous traitement et ça revient de temps en temps. Donc le caractère récurrent des crises, c'est l'un des critères de la migraine. Et la fréquence des crises varie d'un individu à un autre.
Il y en a qui vont faire une crise par semaine, ou une crise tous les mois, ou une crise tous les 2 mois, ou une crise par an. Et chez le même individu, la fréquence de crise peut varier. Donc on peut avoir un individu qui faisait une crise dans le mois et qui, pour des raisons X ou Y, se met à faire une crise chaque semaine. Et parfois, chez la femme, on voit la migraine disparaître ou régresser à la ménopause. Et l'étude montre que la migraine, c'est plus une pathologie des femmes. Il y a plus de femmes migraineuses que des hommes. Et c'est dû à quoi ça? Expliquez-moi pourquoi plus les femmes que les hommes. C'est une prédisposition génétique. Génétique. Ouais. La migraine, comme a dit le docteur Rousseau, avec cette belle description, ce qu'il faut retenir, c'est comme je dis, ce n'est pas n'importe quelle céphalée. Vous avez suivi sa description sémiologique. Cette hémicranie, cette douleur d'un seul côté qui bat. Mais il faut savoir que c'est des céphalées chroniques, capricieuses, qui viennent de façon cyclique. Comme il a dit, ça vient de façon... C'est-à-dire que quelqu'un a eu la crise en janvier, comme il a dit, 3-4 jours. Entre les crises, il n'y a plus rien. La personne, dans sa forme typique, la personne n'a plus de crise, n'a plus de douleur. Il a fait 3-4 jours, il était malade et tout, la personne est au lit. Et puis, 3-4 jours après, avec le traitement, la personne se sent bien. Il n'y a plus de crise. Et en septembre, pouf! Rechute. Rechute, la même crise, en dehors des fréquences qu'il a citées. Et c'est une maladie familiale, généralement. Familiale, généralement, qui commence souvent à la puberté. Souvent à la puberté, voire à l'enfance. Donc, il y a la migraine du petit enfant, avec cette description qu'il a bien décrite. Donc, c'est pas n'importe quel... Les gens, on voit en consultation en clinique, les gens arrivent, il suffit d'avoir un peu mal à la tête. Bon, on dit que tout mal de tête est pris comme non, j'ai la migraine. Non. La migraine, c'est la description sémiologique que le docteur Rousseau vient de donner. Et donc, comme le docteur Matali disait que les crises, on est migraineux généralement de façon génétique. C'est-à-dire que même quand on est enfant, on a sa migraine. Mais la description typique des crises, des céphalées, débute à peu près vers l'adolescence, donc la puberté, jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. C'est là où on a plus de pics de fréquence de début des migraines. Et ce qui explique un tout petit peu la prédominance féminine, parce qu'il y a une certaine composante hormonale dans les mécanismes de la migraine. En sachant que donc c'est les la hommes, particularité chez la femme. Donc les hommes et la femme n'ayant pas les mêmes hormones au même taux, ce qui fait que les femmes font plus de migraines, et ce qui fait même qu'à la ménopause, il y a aussi des variations de migraines. Certaines femmes voient leur migraine disparaître ou régresser. Parce que plus, font plus de... ben oui, plus qu'on avance en âge, moins on a la production d'oestrogène et la migraine tend à diminuer. C'est pour cela que chez la femme, on a ce qu'on appelle la migraine cataméniale. Pendant les règles, les 3 premiers jours, bon, les 2 premiers jours, il y a certaines femmes qui sont migraineuses, qui font des migraines que pendant le cycle menstruel. En fait, c'est la composante hormonale dont parle le docteur Rousseau. D'accord. Je crois que on a été suffisamment clair. Donc il y a des prédispositions héréditaires, ça c'est établi. Oui. Des prédispositions génétiques aussi. Génétique. Tout ça c'est établi. Généralement, nous en clinique, lorsqu'on a une jeune dame qui a des céphalées, comme il a dit, des hémicranies pulsatiles, de fois à basculer et tout, avec avec des difficultés de voir la lumière et tout, on demande toujours des antécédents dans la famille. Est-ce que maman a fait la migraine? Est-ce que maman est céphalalgique? Est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a une sœur? Généralement, on trouve toujours une personne. On sait que ça, c'est la migraine. La migraine, il n'y a pas d'examen complémentaire outre. Lorsque le diagnostic, au fait, le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Donc, pour nous, lorsqu'on donne le diagnostic de la migraine étant posé, on ne demande plus l'imagerie, tout ça, non. Et donc, cette composante
familial étant évoqué, je disais tout à l'heure qu'on est migraineux depuis l'enfance. Il y a des équivalents migraineux et donc une sorte de migraine chez l'enfant. Que parfois, quand on a une dame en consultation, on pose des questions pour chercher ces choses, pour dire que votre enfant est aussi migraineux. Et donc peut-être qu'à un moment donné, il va commencer à présenter des maux de tête. Et ces équivalents migraineux chez les enfants, c'est parfois des douleurs abdominales. C'est des enfants qui font souvent des douleurs abdominales. Ils ont plus de douleurs que des maux de tête. Des douleurs abdominales où on a fait tous les examens possibles. Les examens sont toujours normaux, mais c'est des enfants de temps en temps font des crises de douleurs abdominales. Il y a un lien avec gastrique ou il y a un lien avec... Oui, c'est ce que, même dans la classification, actuellement, on classe ce qu'on appelle des migraines abdominales. Donc on peut avoir une migraine abdominale. Là, ce n'est plus une migraine. Là, c'est plus la tête. Non, ce n'est plus la tête, mais c'est l'abdomen. L'abdomen. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus chez les enfants. Et lorsque l'enfant il va s'endormir, parfois ça soulève ses maux de tête. Le plus souvent, il dort à son réveil, il n'y a plus de douleur abdominale. Et le sommeil est souvent réparateur. Voilà. Et parfois, c'est des enfants qui ont souvent ce qu'on appelle le mal de transport. Et donc, ils se sentent mal à l'aise ou qui ont envie de vomir quand ils sont en voiture. C'est des enfants qui présentent parfois des épisodes de ce qu'on appelle des vomissements cycliques. Donc, des épisodes de vomissements comme ça, sans céphalée, sans douleur abdominale, où les examens complémentaires sont souvent normaux. Pour les parents qui ont leurs enfants dans ces cas-là, qu'est-ce que vous leur recommandez alors? Le plus important devant une douleur abdominale ou des vomissements de l'enfant, c'est quand même de faire des examens pour éliminer toutes les pathologies susceptibles de se traduire par les maux des douleurs abdominales ou des vomissements. Mais si des examens complémentaires réalisés reviennent normaux, et avec des antécédents familiaux, il y a des antécédents familiaux de migraine, et qu'il y a la répétition de ces épisodes de façon vraiment cyclique, comme par crise, chez les migraineux, quand on a fait des examens et que c'est normal, on les rassure pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est certainement de la migraine. Peut-on devenir migraineux après un certain âge? En général, la migraine commence, comme on l'a dit, avant la puberté. Théoriquement, on est migraineux. Maintenant, l'âge de survenue de crise peut... Il y a un pic, hein? Il y a un pic peut être différent d'un individu à un autre. Oui. Il y a même des enfants qui, 5-6 ans, expriment déjà des maux de tête dans leur migraine. Donc, quand on dit la fréquence entre l'adolescence et l'âge de 40 ans... Ça, c'est un pic. C'est là où il y a plus de personnes, d'individus migraineux qui débutent leur migraine. Mais ça peut survenir à c'est lié à plusieurs facteurs, voilà. Le stress, l'environnement. Et donc, en réalité, après 40 ans, il peut y avoir certaines personnes, mais c'est rare, c'est une petite fréquence, qui vont débuter leur migraine. C'est-à-dire qu'au-delà de 40 ans, quand on débute des maux de tête, pour nous, neurologues, on ne pensera pas en premier à une migraine classique. Parce qu'on se dit, on aura tendance à aller d'abord chercher autre chose derrière, avant de se limiter à une migraine. Parce que, vous comprenez, à 45 ans, 50 ans, une personne qui arrive avec des céphalées en crise d'un seul côté, il n'a jamais fait de céphalée, il n'est pas aisé pour nous de dire non, ça c'est une migraine. On est obligé de s'armer. On est obligé de demander l'imagerie, de l'explorer. Bien précis auprès du grand public que céphalée veut dire mal de tête. Hein? Céphalée, ça veut dire mal de tête. Voilà. Maintenant, après, il faut catégoriser. Céphalée, voilà. Après, il faut catégoriser. Dans ça, il y a des entités. Voilà. Mais céphalée, c'est le mal de tête. Oui. Okay. En sachant que dans les céphalées sans cause ou les céphalées primaires, les plus fréquentes, c'est la migraine et la céphalée de tension. Et tout ça, ça a été précisé au début. En réalité, c'est le cerveau qui décide si nous percevons ou pas les céphalées de tension. Plus précisément, le centre de défense contre la douleur.
Normalement, il intercepte les stimuli de la douleur à l'intérieur du corps, grâce à la sérotonine, un neurotransmetteur. Lorsque nous nous surmenons, nous et nos muscles, par exemple à cause du stress ou de mauvaise posture, trop de stimuli de douleur affluent vers le cerveau. Conséquence, le système de défense contre la douleur est surchargé, il s'affaiblit et finit par céder. C'est là que nous ressentons les céphalées de tension. Pour éviter cela, il faut renforcer le système de défense contre la douleur grâce à des méthodes relativement simples. Premièrement, remédier aux mauvaises conditions de travail. Pour cela, il faut éviter de placer son ordinateur devant une fenêtre. Le changement constant entre la lumière du jour, l'écran et le bureau crée un stress pour les yeux et peut provoquer de multiples stimuli de douleur. Un fauteuil à roulettes permet également de détendre la musculature et de prévenir les mauvaises positions. Deuxièmement, combattre le stress et s'accorder des pauses régulières. Pour cela, un massage peut être utile. Il apporte calme et détente, l'occasion pour notre cerveau de faire le plein de sérotonine. Troisièmement, la menthe poivrée. Dans une solution alcoolique, elle booste la circulation du sang et active le système de défense contre la douleur. Quatrièmement, l'exercice physique. Le jogging n'est pas une obligation. Se rendre un peu plus souvent au travail à pied ou faire une promenade au grand air suffit largement. Pour une migraine qui dure, quel spécialiste peut-on consulter? Non, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il faut voir forcément le neurologue ou le généraliste? La question, ce n'est pas pour une migraine qui dure. La question, c'est d'abord pour une migraine. Avant que ça dure, c'est une migraine. Voilà, pour une migraine, quel spécialiste peut-on consulter? Il faut voir un neurologue. Mais, systématiquement, un neurologue. Bon. On ne peut pas aller chez un généraliste médecin, parce que le neurologue, pour l'avoir, ce n'est pas toujours facile. Hein. Moi, je peux vous avoir facilement parce que bon, je vous connais. Non, en fait, mais je pour le dis parce que mortel, c'est... Parce que on ne va pas rentrer de la thérapeutique, mais parce que des migraines mal soignées, mal prises en charge, posent le problème de l'état de mal migraineux dont a parlé le docteur Rousseau. C'est-à-dire, la migraine en elle-même, normalement, elle n'est pas, ça vient par crise et tout. Entre les crises, la personne va bien. Mais lorsqu'elle n'est pas bien soignée, elle n'a pas été bien prise en charge, après la personne va commencer à avoir des maux de tête tout le temps et tous les jours. Et ça devient pour nous, on est obligé de l'hospitaliser. Donc il faut voir en priorité le neurologue. Oui, et là c'est une entité qui est également actuellement dans la classification des céphalées, ce qu'on appelle des céphalées chroniques par abus médicamenteux. C'est-à-dire qu'il y a certains médicaments contre la douleur qui ne sont pas adaptés pour la migraine ou qui soulagent très peu la migraine ou qui ne soulagent pas du tout la migraine, dont les malades ou les médecins conseillent aux malades de continuer à les prendre, voire même augmentent les doses. Au long cours. Et le fait de prendre ces médicaments au long cours et à certaines doses, ça peut, de façon paradoxale, entraîner des maux de tête en permanence, ce qu'on appelle donc des céphalées chroniques par abus médicamenteux. Vous les connaissez? Donc on voit ces médicaments, vous les connaissez? Voilà, ces produits, vous les connaissez? Oui, non, donc on voit plein, mais on va pas les citer. Non, on n'est pas là pour les citer. Voilà, donc on voit. Mais donc il faut voir mieux vaut voir le neurologue, hein, c'est pour éviter un peu. Non, bon, après on peut comme le dit pour la population, parce que comme vous dites, parfois c'est très difficile pour tout le monde d'accéder à un neurologue. On est très peu nombreux. Bien sûr, on est très peu nombreux. Donc c'est l'occasion de le dire quand même. Que souvent, on voit beaucoup de migraineux ou beaucoup de gens qui ont des céphalées de tension venir. Ce qui est sûr, c'est que quand ils sont au stade de céphalée chronique par abus médicamenteux, forcément, ils accèdent au neurologue. Parce qu'ils ont tellement mal tous les jours. On voit parfois des malades venir avec tout un sac de médicaments différents qu'ils ont eu à prendre pendant des années pour des maux de tête. Et l'un des médicaments, surtout pour la migraine, le plus connu d'ailleurs, c'est du paracétamol. Le paracétamol qui est un très bon médicament pour les douleurs
d'autres localisations, Mais pas pour la mais tête. qui, pour la migraine, Pour agit la très migraine, peu très peu, très mal. ou pas du tout. C'est-à-dire que ça ne vous soulage pas. Ça vous soulage vous pas. soulage pas. Et Et on vous a êtes tendance- obligé- vous en prenez, mais ça, voilà. et on a vous tendance- empoisonnez plus que vous... Voilà. Ça vous induit. et on a mal de tendance à en tête. prendre beaucoup et faire des passages en céphalée chronique par abus Au lieu médicamenteux. au lieu que la céphalée reste ici, ça commence à tirer ici derrière. Tout ça parce que ça a été mal Ça a diagnostiqué. été mal soigné. Mal Ah, soigné, peut-être non, mal diagnostiqué ou mal soigné? Bon, ça va de pair. Hein. C'est que le diagnostic est faussé au départ. Non. Et Ça puis, va, bon, mais ça va un peu de pair. il n'y a que le paracétamol, il n'y a pas un autre produit Bon, pour le plus essayer, pour utilisé chez aider nous, un c'est peu les... Non, le plus utilisé pour attirer chez l'attention des Non, le plus des utilisé téléspectateurs. chez nous, Le plus utilisé, le c'est- paracétamol. Oui. Lorsqu'on parle du paracétamol, c'est un tout. Enfin, on ne cite pas les noms, mais c'est du paracétamol. C'est tout. C'est tout. Ouais. Paracétamol. Parce oui. que les autres médicaments, ça peut entraîner des céphalées par abus médicamenteux, mais Mais ils pas sont de la- un peu efficaces. Ou sont efficaces dans les crises de migraine. Donc c'est des médicaments qui, pour certaines personnes, ça peut soulager. Pour d'autres, c'est comme tous les médicaments, on peut avoir une maladie, il y a celui-ci qui est soulagé avec telle dose de médicament et l'autre qui n'est pas soulagé. Pour d'autres qui ne sont pas soulagés et qui peuvent en abuser, et on peut également avoir des céphalées chroniques, mais on se dit, c'est pas utile de parler de ces médicaments Oui, c'est pas dans le utile. lot Oui. des céphalées par abus médicamenteux, parce que ça fait partie de l'arsenal des médicaments utilisés dans la crise de migraine. Mais le paracétamol, actuellement, on a tendance à presque ne plus l'utiliser dans... Sinon pas dans la l'utiliser. migraine. Sinon pas. On parle aussi de l'aspirine, hein. C'est pas le même... l'aspirine. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. C'est ce que Il y a de je disais tout à l'aspirine l'heure. Oui. et... C'est ce que je disais tout à l'heure. L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, Oui. tels que le kétoprophène, le diclofénac, l'ibuprofène, Il est en train de pousser le sont, docteur Rousseau voilà, à sont des médicaments qui soulagent Absolument. la crise qui de migraine. soulage la crise. Donc, ils sont adaptés en cas de crise de migraine. Mais leur utilisation abusive et au long cours peut avoir un effet paradoxal et donc donner ces céphalées par abus médicamenteux. Donc, il faut faire très Contrairement attention. au paracétamol qui soulage très peu ou pas du tout. Donc il faut faire très attention. Donc on attire Oui. l'attention des téléspectateurs. Un mal de tête peut-il cacher quelque chose de plus grave ou de plus urgent? Oui et non, sinon oui. Parce que, comme a dit le docteur Rousseau au début, tu sais, nous en médecine, c'est ce qu'on appelle des céphalées d'urgence et des céphalées usuelles comme ça. Dans les céphalées d'urgence, les céphalées égale mal de tête. Mal de tête d'urgence. Oui. Tu vois, il y a cette personne qui, pour un rien, en train de causer et tout, qui sont brutalement, de façon violente, une douleur à la tête, un coup de poignard. Comme nous en médecine on dit, un coup de tonnerre dans un ciel serein. À la tête. Il a mal à la tête. Pour nous, lorsque la personne arrive comme ça, le docteur Rousseau qui est là, il sait que ça c'est une urgence. La personne est en train de saigner au niveau du cerveau. C'est un mal de tête. Et cette femme qui vient d'accoucher, une accouchée récente, je ne sais pas, un mois c'est tout, 5-7 jours, qui n'a pas passé de céphalée, qui d'emblée commence à présenter des céphalées violentes qu'on n'arrive pas à expliquer. Pour nous, c'est une urgence. On suspecte, on se dit que ce n'est pas une thrombophlébite, ça. C'est pas une, hein? Bon, c'est pas une maladie, je sais pas, des caillots qui se forment au niveau des veines, au niveau du sang, du cerveau. C'est mieux pour nous, ça. Et Oui. voilà. Voilà ce mot de tête qui commence à arriver qu'à la deuxième moitié de la nuit. Cette personne a la douleur et cette douleur s'accentue à la deuxième, au petit matin. Et la personne commence à vomir. Tu as des maux de tête et au petit matin, ça s'aggrave et avec des vomissements. Pour nous, ça c'est des signes de gravité. On se dit, bon, ça c'est peut-être une tumeur. Surtout des vomissements qui sont faciles, Vomissements en faciles, jet et voilà. et sans rapport avec l'alimentation. Sans rapport avec l'alimentation.
On se dit... En rapport avec l'alimentation, c'est-à-dire? C'est-à-dire que généralement, on vomit parce qu'on a pris quelque chose, parce qu'on a mangé ou on a bu. Mais ces vomissements n'ont rien à voir avec le fait de boire ou de manger. C'est-à-dire que le matin, sans rien prendre, vous avez très mal à la tête. Et quand vous vomissez, ce n'est pas des vomissements comme on vomit quand on a un paludisme. C'est des vomissements en jet, ça gicle. Ça gicle. Et c'est facile. Et ça soulage les maux de tête. Quand on a ce genre de maux de tête, c'est quelque chose de grave dans le cerveau. C'est souvent quelque chose, un processus qui gonfle, une tumeur dans le cerveau, quelque chose de comme ça. Donc, tu vois, M. Bébéni, comme on le dit. Et donc, il y a des céphalées qui, comme vous dites, relèvent, ont un caractère d'urgence. Et ça, généralement, tous les médecins sont formés pour identifier le caractère urgent d'une céphalée. Donc, le mot de tête peut cacher une maladie grave. Mot de tête ou céphalée. Qu'est-ce qui est susceptible de provoquer un mal de tête qu'il faut absolument éviter? Et là encore, comme on a dit tout à l'heure, dans un truc comme des maux de tête ou des céphalées où il y a beaucoup d'entités, chaque entité a ses particularités. Bon, le bruit. Et maintenant, pour des céphalées particulières comme la céphalée de tension, les céphalées de tension, c'est des céphalées qu'on appelle parfois des céphalées de tension nerveuse, qu'on a eu à appeler à un moment donné des céphalées psychogènes. C'est des céphalées qu'on retrouve souvent, c'est des gens qui ont un stress socio-professionnel. C'est des gens qui ont des problèmes familiaux ou professionnels importants, dont ils ne voient pas le bout du tunnel, des gens qui ont des problèmes financiers, des gens qui ont des problèmes de conjugales. relations Disons, ça peut être un responsable qui est surchargé, un ministre qui a beaucoup de départements, par exemple. Voilà. La jeunesse, l'éducation. Voilà. Et ces céphalées ont des caractères. Voilà. Donc, donc une surcharge professionnelle, tous ces facteurs, la fatigue, tous ces facteurs sont des facteurs qui peuvent entraîner donc ces céphalées de tension, qui sont plutôt des céphalées qui peuvent prendre toute la tête, à titre parfois de pesanteur. On a l'impression que quand on bouge la tête, c'est comme s'il y a une pierre dans la tête qui pèse. Voilà, c'est comme si ça pèse, c'est lourd. C'est comme si on a des fourmis. Ça tire derrière le dos. On a parfois l'impression d'avoir comme une sensation de chaleur ou de fourmis. C'est mal systématisé. C'est mal systématisé. Parfois, le malade a du mal à vous décrire exactement la migraine qu'il a comment se présentent ces maux de tête. Et l'une des caractéristiques, c'est que souvent, quand c'est là, ce que nous appelons le vertex, au milieu du cerveau, c'est l'une des caractéristiques parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de maladies cérébrales qui vont entraîner des maux de tête qui vont se localiser à ce niveau-là. Donc, de la petite anecdote, comme dit le docteur Rousseau, en clinique, lorsque le malade se présente devant nous, lorsqu'il se plaint de céphalée, la personne, lorsqu'elle nous dit qu'elle a mal ici, nous on se dit très probablement c'est des céphalées de tension. Lorsqu'on creuse de les antécédents, on se rend compte, comme a dit le docteur Rousseau, c'est des antécédents un peu de stress, de conditions, voilà. Fatigue, de travail. Okay. Et ces céphalées ne se soignent pas de la même façon. Et voilà. Et ces céphalées ne se soignent pas de la même façon que les migraines. La description sémiologique, la description des signes, comme a fait le docteur Rousseau pour la migraine, elle n'est pas la même comme a fait le docteur Rousseau pour les céphalées de tension. Pour les céphalées de tension, on peut procéder par la psychothérapie alors. Voilà, c'est deux entités différentes. Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique ou des traitements à proposer aux patients. D'autant plus qu'on les appelait à un moment donné des céphalées psychogènes. Et donc la psychothérapie, c'est une grande partie du traitement. Alors peut-on fumer et boire de l'alcool quand on est migraineux? Généralement, dans la migraine, il y a ce qu'on appelle des facteurs déclenchant la migraine. Dans les facteurs qui déclenchent la miigreine, il y a le stress. Oui, on a évoqué. Voilà les contrariétés. Il faut rentrer à la maison, mais voilà, une femme qui vous agresse systématiquement. Par exemple, et tout. Ouais. Bon,
Qui vous accuse d'infidélité sans raison. Pour les médecins, à la sortie d'une garde lourde, on fait sa crise de migraine. Il parle de son cas là, oui. Non, parce qu'il n'a pas dormi la nuit. Oui. Il est migraineux aussi, oui, il le dit parce que comment ça présente. Voilà. Ouais. Et parce que lui, c'est dû à la fatigue. Parce qu'il a veillé toute la nuit, il a consulté, il a travaillé toute la nuit. C'est les veilles, c'est la garde. Oui, mais justement. On est éveillé et tout. L'hygiène de vie fait partie des facteurs déclenchants de la migraine. Avoir un bon sommeil. Et l'alcool. L'alcool, effectivement, déclenche, ça fait partie des facteurs déclenchant la migraine. C'est décrit, l'alcool. Le café aussi, il est décrit. Bon, il y a certains... Chocolat, voilà. Il y a certains... Le café aussi, c'est un facteur déclenchant. Ah oui, c'est décrit, le café. Pour les gens qui sont prédisposés. Il y a des études qui soutiennent que ça tue le tête. En fait, c'est une question de prédisposition. Oui. Bon, il y a le chocolat. Il y a même du fromage. fromage. Parce que on parle du camembert. On ne va pas dire... Parce qu'il y a ma soeur qui est très café. Oui, il y a ma grande soeur qui est... Madame Makonda est très café. Alors, rassurez-la. Non, mais après quand on dit facteur déclenchant, ça ne veut pas dire que chaque fois que vous le prenez, ça déclenche. Ça dépend des individus. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des études qui parlent de café pour soulager des maux de tête. Oui, c'est vrai que la caféine a fait partie des médicaments pour traiter les maux de tête. Mais les doses qu'il faut, les doses qu'il faut pour traiter les maux de tête, pour imager, c'est l'équivalent d'un lavabo de café. Si vous voulez traiter les maux de tête avec la caféine. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'équivalent d'un lavabo, boire l'équivalent d'un lavabo de café pour avoir la quantité de caféine qu'il faut pour soulager vos maux de tête. Mais ça vous assomme, ça. Mais oui, lavabo de café. Mais voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas en prenant ce café qu'on va dire qu'on va soulager ces maux de tête. Il y a eu des médicaments avec de la caféine dedans, avec une concentration nécessaire pour pouvoir soulager les maux de tête. Mais ce n'est pas une tasse de café, un verre de café qui va être utilisé pour soulager les maux de tête. Et puis on ne va pas priver du chocolat à tout le monde. Le chocolat aussi, c'est un facteur déclenchant. Oui, le chocolat, il est décrit comme facteur. Le fromage, on dit le camembert. Mais c'est des prédispositions, en fait. Le ministre Makosso doit être et ce n'est pas chez tous les individus. Ce n'est pas chez tous les individus. Ah oui, j'espère pour lui. Parce qu'il est très, très chocolat.